parle aujourd'hui des bienfaits du management bienveillant pour soi-même et les astuces pour améliorer votre bien-être et celui de vos équipes. Donc, je vais laisser la parole à Cindy pour la prochaine heure et plus, si vous avez beaucoup de contributions et de questions, ce qu'on aime beaucoup, pour enrichir la présentation et tout à l'heure. Merci Marie-Claire. Encore une fois, merci pour l'invitation de l'intervention. Il y a du niveau et j'apprécie énormément. Je vois que les gens sont très satisfaits parce que je regarde un peu les retours depuis hier et bravo, bravo, bravo. Bonjour à tous. Alors du coup, je ne vous vois pas. Je regarde. Ah oui, bonjour. Alors je ne sais, Belvina, je crois, qui était avec nous. En tout cas, bonjour à tous et puis ravi de votre présence. Je vous remercie d'être là. Merci. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble et j'aimerais juste savoir déjà si vous m'entendez bien. Oui, ça va, c'est bon. Moi, je Merci. reçois ça. Alors, je ne sais pas qui me parle. C'est Belvina Mikabou depuis Ah, d'accord, merci. Merci beaucoup. Brazzaville. Merci Ok. du retour. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on aura 2 interventions en une, puisqu'en fait, ce sont 2 sujets distincts que j'ai décidé. Alors, pour vous donner toujours plus, en fait, j'ai regroupé 2 sujets sur proposition de Marie-Claire dans une seule et même intervention. Donc, en fait, vous verrez qu'on parlera d'abord de management bienveillant et ensuite nous parlerons de bien-être au travail. Ce sont des sujets qui me sont chers. Alors, moi, j'aimerais bien savoir aussi, comme tout à l'heure, mais d'où êtes-vous et que faites-vous? D'où venez-vous et que faites-vous concrètement? Qui est là aujourd'hui? Avant d'aller plus loin. Ben, moi, Vous je pouvez peux écrire dans le prendre la chat parole. aussi. Vous pouvez soit prendre la parole ou écrire dans le chat d'où vous venez, etc. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, c'est Frédéric. J'ai eu la chance d'être un intervenant hier. Je suis un passionné de customer service, relations clients, relations collaborateurs, vraiment tout ce qui touche vraiment au contact humain. D'accord, merci. Et vous êtes d'où? Moi, je suis en Côte d'Ivoire. D'accord. Côte d'Ivoire. Il est 12h, il est 13h chez moi. Donc, voilà, je suis connecté. Merci, Frédéric. Les autres, Je alors. t'en prie ici. Bon, Alors, je oui. me lance, hein? Oui, Delali. Hello tout le monde. Alors, bon, moi, c'est Delali et je suis depuis Paris. Il est 14h08 chez moi aussi, comme au Cameroun. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est accompagner les entrepreneurs à déployer véritablement non seulement leur propre potentiel, mais aussi celui de leurs salariés en équipe pour une réussite collective, vraiment. Au-delà de ce qu'on a créé, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut laisser comme héritage sur la terre. Ça, c'est ma passion. Et voilà. Merci. Merci les autres, alors. Donc, on est parti en Afrique. Là, on est remonté sur Paris. Et après, on va où? On va où à travers le monde? Les autres, en attendant là. que quelqu'un d'autre se propose, moi, je suis Marie-Claire, je suis au Cameroun actuellement, à Yaoundé. Il est très exactement, quelle heure là maintenant? 14 heures, combien du béni? 14h09. 14h09. Et donc, oui, on est en GMT puissant. Et donc, moi, je suis passionnée de bien-être au travail. En fait, c'est ce qui m'a amenée en RH et en business coaching. J'adore le bien-être au travail parce que pour moi, en fait, des salariés, c'est ce qui donne vie à une entreprise. Et des salariés heureux font en sorte que votre vision, le rêve que vous avez pour votre entreprise devienne réalité. Et donc, ce que moi, j'aime par-dessus tout, c'est construire des univers de travail autant épanouissants que performants. L'idée étant de permettre à l'entreprise de grandir et aux salariés de s'y épanouir aussi bien personnellement que professionnellement. Donc, merci, voilà ce que moi madame.
Merci, notre hôtesse est vraiment engagée dans ce qu'elle fait. Et je remercie toutes les personnes qui ont écrit dans le chat qui elles sont et ce qu'elles font comme job. Donc, merci Jenny, merci Salomine, merci Abigail de nous dire un petit peu plus sur vous, même si on ne vous voit pas. C'est important qu'on sache qui est derrière l'écran. Merci Palisson, merci Belvina. Et donc, je vois qu'il y a des gens qui viennent de milieux tout à fait différents, qui ont des postes à responsabilité, en tout cas, soit en tant que chef d'entreprise, soit en tant que manager. Donc, c'est super. Et oui, il y a des gens qui font… il y a des slashers comme moi-même aussi. Merci Berthold. Donc, je lis en même temps et j'espère que vous lisez aussi ce que les collègues mettent dans le chat. Comme ça, on a pas mal d'infos sur chacun. Et ça nous permettra d'apprécier un peu plus le déroulé de la présentation que je vous ai préparée. Passionné par le développement des capacités. Super. Salomine, marketing commercial. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et si… Ah, quelqu'un d'autre. Voilà, Tatiana. Médecin en santé publique. Ah, bien, super. Y a-t-il encore des gens qui… D'accord. Bonjour, merci Cynthia. Cabinet conseil. Je vous laisse encore un temps ou je peux continuer? Y a-t-il encore des gens qui veulent écrire dans le chat ou prendre la parole? C'est bon? OK. Alors, pourquoi ma présentation n'avance pas? Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, je vais bien sûr me présenter maintenant qu'on a, pour terminer le petit tour de table. Et puis, pendant l'heure et demie qui m'est consacrée, nous verrons, comme je vous disais, 2 sujets. Le premier sujet sur les bienfaits du management bienveillant pour soi-même, alors que vous soyez manager pour la plupart ou collaborateur. Et puis ensuite, nous verrons quelques astuces pour améliorer le bien-être au travail et celui des équipes si vous êtes encadrant. Je vous présenterai par là même mon livre sur la prévention du stress et de la dépression, parce que quand on est chef d'entreprise, quand on est manager ou même quand on est, collaborateur, par les temps qui courent, malheureusement, il faut pouvoir apprendre, comprendre d'abord ce que le stress et la dépression et apprendre des techniques, des pratiques simples, rapides, peu chères, facilement trouvables. Alors, quand je dis trouvables, c'est parce que les choses doivent être à notre portée pour qu'on puisse les pratiquer. Si elles sont loin de nous, nous n'allons pas les mettre en œuvre et du coup, nous n'allons pas pouvoir avancer, nous développer et garder un bien-être longtemps puisqu'il faut répéter. Vous savez bien que l'habitude, c'est la clé de tout succès. Donc, une fois qu'on a compris les choses, une fois qu'on a trouvé ce qu'on va mettre en pratique, il faut bien sûr après agir. Et puis, notre hôtesse m'avait demandé de préparer des offres, donc je vous ai préparé des offres pour le sommet. J'espère que vous serez satisfaits. Alors, qui je suis et que fait mon cabinet? Je suis une jeune femme très dynamique. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, allez-y, abonnez-vous. Vous découvrirez pas mal de choses sur moi. Marie-Claire, d'ailleurs, a fait une très belle présentation, donc je ne vais pas être longue du tout parce que c'était très bien fait. Sachez simplement que le cabinet que j'ai créé il y a de ça aujourd'hui 7 ans travaille à travers le monde, hein, surtout en France et aux Antilles, en Outre-mer, sur des thématiques diverses et variées. Je l'ai dit, hein, j'ai plusieurs activités, c'est dans la multiplicité des activités que je m'éclate. Donc, je fais du coaching en développement personnel, évolution professionnelle, gestion des émotions et savoir-être professionnel. Je me suis spécialisée effectivement sur ces thématiques-là parce que c'est vraiment ce qui m'importe aujourd'hui de développer et d'apporter ma contribution au monde. À côté de ça, je fais aussi de la formation sur des thématiques qui me tiennent à cœur, qui sont la culture d'entreprise, le management, le leadership. Et je me suis spécialisée dans le management bienveillant et le leadership positif, parce qu'aujourd'hui, ce sont pour moi ce sont plus que des outils. Ce sont pour moi des valeurs à incarner, à défendre au sein de l'entrepreneuriat.
alors, je dis l'entrepreneuriat et pas l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, toute personne entreprend. Que vous soyez dans une direction d'une institution, que vous soyez directeur d'association ou chef d'entreprise, nous avons tous un projet que nous portons. Et donc, du coup, nous l'incarnons avec les valeurs qui sous-tendent l'organisation que nous avons le type d'organisation, pardon, que nous avons choisi. Et donc, voilà, c'est tout ce qui concerne aussi la facilitation d'un groupe de réunion en intelligence collective. Donc, mon job consiste à organiser, présenter ou animer des réunions de CODIR, de COPIL, de COMEX pour pouvoir permettre à ces participants déjà de passer un bon moment et surtout de tirer à la fin de cette réunion une orientation, une direction, une décision. Le but, vous l'avez compris, de la facilitation de groupes de réunion d'intelligence collective est d'éviter que l'on ne refasse sans cesse de la réunionnite et qu'on n'avance pas, en fait, et qu'on ne puisse jamais tirer, en fait, une finalité des réunions pour lesquelles, et pas, Michel, on se revoit vendredi prochain, même heure, même endroit. Comprenez un peu. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est un peu à la fois maître du temps, maître du jeu, maître des décisions, qui reste, je dirais, une bibliothèque ressource pour vraiment permettre à tous de se concentrer, en fait, sur l'objet même de la réunion et de savoir qu'il y a quelqu'un qui, de toutes les façons, va récupérer un peu la substantifique moelle de ce qui a été dit et ce qui a été décidé. Troisième volet du cabinet, c'est le consulting en management des organisations. Et je me suis spécialisée dans le bien-être et la qualité de vie au travail. Voilà pourquoi vous avez compris que votre obligée a pris 2 sujets en un, parce qu'elle ne pouvait pas ne pas parler du bien-être au travail comme parler du management bienveillant. Je vous l'ai déjà dit aussi, donc j'organise spécifiquement aussi des team building, des team bonding pour tout type d'organisation. J'organise également des conférences sur les sujets qui me passionnent, que je vous ai déjà cités. Je suis aussi certifiée en santé naturelle et bien-être et je me suis spécialisée dans les médecines et thérapeutiques indiennes. Ça, on en reparlera quand je présenterai le livre. Vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, et si vous lisez mes newsletters, vous verrez que je parle beaucoup de santé, parce qu'aujourd'hui, vous avez compris que c'est la seule chose qui a du prix, de la valeur aujourd'hui avec la crise et le contexte sanitaire actuel. Avoir et maintenir une bonne santé, c'est la clé pour moi de la réussite. Pas la peine d'aller chercher bien loin, pas la peine d'avoir 10 zéros sur son compte en banque, parce que si on n'a pas la santé, on ne fait pas grand-chose dans la vie aujourd'hui actuellement. Donc, c'est pour moi majeur de donner régulièrement des conseils, des tips, des pratiques de relaxation, détente, bien-être, des exemples de repas sains quotidiennement à ma communauté pour qu'elle puisse rester en bonne santé. Et puis, bien sûr, la positivologie et le yoga du rire, parce que c'est le fait de pouvoir justement développer des qualités, des compétences, avoir une vision du monde qui soit positive. Aujourd'hui, vous avez vu que la société s'arrange pour rester, nous maintenir dans du négatif. Il faut absolument que chaque personne individuellement puisse avoir suffisamment de ressources personnelles et collectives pour pouvoir développer du positif. Donc, c'est ce que j'enseigne le plus possible autour de moi. Et le merveilleux outil que j'ai trouvé pour enseigner du positif autour de moi de manière ludique et innovante, scientifiquement prouvé, c'est le yoga du rire. Je ne vous en dis pas plus. Si vous restez jusqu'à la fin, vous en saurez plus. Et puis, bien sûr, à côté de ça, pour terminer, je crois, en tout cas dans les grandes lignes me concernant, je suis aussi chroniqueuse média depuis 2018. Donc, je suis en télé, en presse, en radio et sur Internet. Et vous avez donc le plaisir de me retrouver sur des chaînes antillaises, nationales, parfois, pour certaines chroniques que j'ai. Et mes chroniques concernent bien sûr la qualité de vie, l'entrepreneuriat féminin, le développement personnel et surtout le management et la culture d'entreprise, comme je vous le disais. Donc, sans plus tarder, première partie, nous allons voir les bienfaits du management pour soi-même. Est-ce que ça va jusque-là? Avez-vous des questions? OK, si pas de questions, merci. Sinon, je continue. Alors, pour changer les organisations, commençons par changer le management. Connaissiez-vous cette citation? Et surtout, d'après vous, quels avantages en tirera le manager? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais vous entendre parce que
j'aime les interventions interactives, j'aime le débat. Et pensez pas que vous allez passer 1h30 avec moi à m'écouter, ça c'est complètement faux. Moi, il faut que ça bouge, donc il faut que ça vive. Ouvrez les micros et j'aimerais qu'on échange parce que c'est un débat. Alors, Est-ce ben, que je vous me la lance puisque connaissiez? c'est un débat, hein. Est-ce que vous vous la m'entendez bien? connaissiez? Delali? Oui, vous m'entendez bien? Oui? D'accord, super. Donc, si vous m'entendez, je peux y aller alors. Sinon, je vais réactiver le micro, le volume du micro. Alors, oui, donc, est-ce que c'est un avantage, hein, pour le manager de vivre des changements au niveau du management? De façon idéale, oui, en effet, beaucoup d'avantages. Maintenant, dans la mise en pratique, beaucoup de grincements dedans aussi. Voilà ce que je veux Merci. dire, de par ce que Les je autres? sais en termes d'expérience. Eh bien oui, je vois si les autres ont un avis, sinon ben, je reviens avec vous. Quelqu'un d'autre? Vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez qu'il faut commencer par changer le management si on veut changer les organisations ou pas? Vous pouvez avoir un avis différent ou une expérience différente. Personne? Ah, pardon. Excusez-moi, je n'ai pas activé le chat pour regarder. Peut-être que des gens me répondent dans le chat d'ailleurs. Excusez-moi. Oui, Hélène. Les hommes font les organisations et donc si on souhaite changer, il faut changer les hommes. Parfait. Cindy, je vais regarder le chat pour toi. Merci. Donc, tu me diras. Ça marche. Oui. D'accord. Hélène. Salomé nous rejoint, Delali. Tu t'occupes du chat, Marie-Claire? Je peux fermer? Mais l'application, c'est une autre paire de mains. L'exemple vient du haut. Il faut que le soit impulsé par le haut. Hélène. Denis, je suis d'accord car les organisations sont le reflet des hommes qui sont au service du management. Absolument. Moi, je suis entièrement d'accord. Je pense que on peut avoir de belles valeurs, organisation et tout, mais en fait, ce sont les personnes qui conduisent l'entreprise, en fait, qui permettent de les ou pas. Marie-Claire, je ne t'entends plus. Allô? Je n'ai pas entendu la fin de ta phrase. Allô? Tu m'entends maintenant? Oui. D'accord. Je disais que moi, je suis entièrement d'accord, en fait, parce que si on veut changer une organisation, ce sont les managers, c'est le management, en fait, qui impulse la direction, qui permet d'incarner les valeurs ou non. Donc, si on veut changer les choses, c'est par là que ça doit commencer. Sinon, ça ne change pas. Et à ma question, alors, quels avantages en tirera le manager d'après vous? Voyez-vous où je veux vous emmener? Pourquoi il est important? Parce que rappelez-vous, la première partie du sujet, c'est les bienfaits du management pour soi-même. Donc, si on change le management, quels sont les bénéfices qu'en tirera le manager à changer son management? La première chose déjà, c'est d'être vraiment sûr de tout ce qui est déjà bien. Parce que souvent, quand on parle de changement, les gens ont l'impression qu'on va forcément parler de ce qui ne va pas. Mais l'avantage, le premier que moi je vois souvent, c'est qu'on a beaucoup de confirmations, des choses qui sont superbes, qu'on faisait déjà, mais pour lesquelles on n'avait pas assez d'assurance. Ça, c'est le premier avantage que je vois. Le deuxième avantage que je vois non négligeable, c'est le fait qu'on soit amené, bien sûr, à se remettre un peu en question, ou en remettre même parfois en question en profondeur, parce qu'il faut penser toujours à avancer en amélioration continue. Donc, voici les deux avantages que moi, je vois vraiment à titre personnel pour le manager, ou du moins même pour le dirigeant d'entreprise ou le dirigeant d'équipe. Voilà. Merci Delali. Et effectivement, c'est cela. Vous avez compris que quand on est dans une direction, qu'on soit manager ou directeur, chef d'entreprise, si déjà le manager lui-même n'est pas convaincu ou n'a pas envie de changer, mais rien ne se fera en fait dans l'organisation.
Et c'est pour ça que c'est important de comprendre quels sont les bienfaits du management bienveillant pour soi-même d'abord. Parce que si on n'est que tourné vers les collaborateurs et que vous comprenez simplement que c'est bénéfique pour eux, alors que personnellement, vous n'avez pas envie d'y aller, mais alors que c'est vous qui tenez les rênes de votre entreprise ou de votre équipe, mais en fait, on aura toujours un caillou dans la chaussure et on ne pourra pas avancer efficacement. Et aujourd'hui, j'essaie de faire comprendre aux gens que avant même de vouloir lancer quelques réformes, quelques conduites de changement, quelques aménagements au sein de l'équipe, du service ou de l'entreprise, si la personne en face de moi qui me reçoit, donc chef d'entreprise, DRH ou manager, n'est pas convaincue de l'intérêt de le faire, ça ne va pas fonctionner. Et je vais vous dire même pire, si on commence à se lancer dans ça et qu'on se rend compte au final qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose de bien, il y a toujours quelqu'un qui nous freine parce que la personne qui n'était pas convaincue du départ n'est pas convaincue à l'arrivée, vous allez peut-être même plomber l'équipe qui se réjouissait d'avoir des changements imminents ou de pouvoir enfin, je dirais, voler de leurs propres ailes. Donc, il faut, parce que je dis ça, nous avons à la fois des chefs d'entreprise présents, nous avons des managers présents, nous avons des salariés également, enfin, nous avons tout type de personnes qui assistent actuellement. Il faut comprendre que vous soyez du côté de ceux qu'il faut convaincre ou de ceux qui sont ou qui devront être convaincus, tout le monde a du pain sur la planche. Parce qu'il faut absolument faire comprendre à l'autre que ce n'est pas que dans l'intérêt du salarié, mais que le management aussi, en tout cas la direction, la chaîne de commandement, a tout intérêt à collaborer, coopérer, tout ce que vous voulez, pour que ça réussisse et que ça réussisse à tout le monde. Et les intérêts sont multiples. D'abord, et comme disait Delali, bien sûr que ça va vous demander un effort sur vous, mais comme j'aime bien, il y a une citation qui dit « Faites l'effort pour l'autre ». Parce que pour l'autre, certes, mais pour vous aussi. En fait, il ne faut pas vivre ça de manière sacrificielle et se dire je suis manager, je suis obligé de faire des choses tout le temps pour eux. Mais en fait, dites-vous que si vous étiez déjà vous-même convaincu et si vous aviez la motivation intrinsèque de vouloir apporter le changement, vous en tireriez nécessairement des bénéfices parce que les gens seraient venus vous remercier d'avoir mis en place de nouvelles stratégies, de nouveaux outils, etc. Donc, bonjour et bonjour les gens qui nous rejoignent. Donc, effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a un intérêt certain à pouvoir comprendre qu'il y a des bénéfices à tirer quand on est dans la direction, quand on est manager encadrant, et que ça ne va pas qu'être au profit des salariés. Non, du tout. Je peux continuer? Oui, bien sûr. Alors, si ma présentation veut bien, et je ne sais pas pourquoi ma présentation ne veut pas avancer. Merci. Alors, qu'est-ce que le management au travail? Pour aller plus loin, pour comprendre ce qu'est le management bienveillant, il faut d'abord comprendre ce qu'est le management au travail. Le management au travail vient effectivement du terme manage qui signifie manier, diriger. Donc, c'est l'ensemble en fait des techniques, des méthodes d'organisation et de direction qui permettent de gérer efficacement, et j'ai bien rajouté le mot efficacement, une organisation ou un groupe donné de personnes. Vous avez compris que le management s'applique donc à toutes les strates de l'entreprise, parce que chaque strate de l'entreprise manage la suivante. Donc, en fait, dans une entreprise, surtout quand on est dans une PME, dans un grand groupe, dans une multinationale, à fortiori, qui a plusieurs succursales à travers le monde, vous avez autant de management que de personnes parce que chaque personne a une forme de management qui lui est propre. Et donc, quand on comprend ça, dans une même équipe, dans un même service, enfin, c'est rare, mais ça arrive, dans une même équipe, mais dans la même direction où il y a plusieurs services, vous pouvez avoir des formes de management différentes parce que chaque chef de service
est un individu avec sa propre forme de management, sa propre vision du management ou d'absence de management, parce que je vous rappelle qu'il y a encore des gens qui ne font pas de management. Il y a encore des gens qui encadrent d'autres, mais qui ne managent pas. Ou je dirais plutôt qu'il y a encore des gens qui donnent des ordres à d'autres, mais qui ne les expliquent pas. Donc, c'est vrai qu'il faut comprendre qu'il peut y avoir dans un même lieu plusieurs formes de management. Et en tout cas, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que dans toutes ces formes de management-là, l'objectif est le même. Assurer, améliorer le niveau de performance. Parce que si on se décide à faire du management ou à vouloir changer sa méthode de management, c'est bien parce qu'on a l'objectif de développer la performance d'entreprise. Il ne vous viendrait pas à l'idée de sortir d'un management horizontal, ouvert, je dirais bienveillant, pour du jour au lendemain dire à votre équipe, bon écoutez, ça y est, je me suis levée ce matin, je pense qu'il faut qu'on revienne à un management strict, directif, paternaliste, et vous allez voir, ça va fonctionner. Aujourd'hui, on sait très bien que ce type de management-là est en train de s'éteindre parce qu'il ne fait plus recette, parce que les gens ne se retrouvent pas, n'ont plus confiance, ont peur. Et aujourd'hui, l'individu qui déciderait de remettre en place un type de management de la sorte, ou je dirais même un management pour la peur, un management presque tensionnaire qui décuple malheureusement les risques psychosociaux, ne fera pas long feu. Donc, de toutes les façons, aujourd'hui, toute personne qui veut mettre en place un management positif se doit de pouvoir dénoter, démontrer à ses salariés qu'il veut embarquer dans son projet l'intérêt d'améliorer une procédure de management et comment ça va développer la performance de l'entreprise. Parce que, encore une fois, n'oubliez pas qu'une entreprise a un seul objectif, faire du chiffre, développer sa clientèle, développer sa notoriété. Et tout ça, ce sont des indicateurs de mesure qui vont démontrer que l'entreprise, justement, est stable, pérenne et justement peut survivre. Et là maintenant, comprenez bien que toute personne, tout manager qui se respecte doit absolument posséder des compétences managériales qui consistent donc à pouvoir établir des plans d'organisation et de planification cohérents. Aujourd'hui, mener une équipe passe par savoir être soi-même manager organisé et surtout avoir des capacités de planification cohérentes. Cohérentes pourquoi? Quand en plus on gère plusieurs équipes, dans peut-être soit le même ou dans plusieurs services, il faut bien sûr que chacun connaisse ses tâches, que chacun connaisse sa fiche de poste et sache exactement ce qu'il a à faire pour qu'il soit utile à l'entreprise. Si on n'explique pas, alors, avant même d'expliquer, il faut donner, parce que moi, je suis encore choquée en tant que consultante en management des organisations d'arriver dans de grandes institutions où je demande toujours les fiches de poste des collaborateurs avec qui je dois travailler et qu'on me dise que les collaborateurs n'ont pas de fiches de poste. Moi, aujourd'hui, en 2022, non mais allô, quoi. Si les gens ne savent pas ce qu'ils ont à faire, si les gens ne connaissent pas l'étendue de leurs tâches, comment voulez-vous qu'ils travaillent efficacement? Vous aurez toujours des problématiques à résoudre et ça va vous faire perdre un temps et peut-être même de l'argent de manière considérable. Le manager d'aujourd'hui, 5.0, doit avoir non seulement des compétences, mais des outils d'organisation et des outils de planification cohérentes. Il faut commencer bien sûr par avoir des fiches de poste. Il faut aussi surtout recevoir les collaborateurs pour expliquer les missions qui leur sont attribuées. Et enfin, il faut pouvoir mettre en musique, j'aime bien cette expression, mettre en musique toutes les équipes que vous encadrez. À côté de ça, il faut ensuite, une fois qu'on a trouvé la musique et que tout le monde danse sur la bonne musique, il faut savoir piloter l'équipe. Piloter l'équipe, c'est bien sûr non seulement de l'organisation, de la planification, mais piloter une équipe, c'est aussi savoir donner des instructions, savoir faire confiance à ses collaborateurs, savoir gérer peut-être les écueils qui vont se présenter et surtout savoir
les recevoir pour les écouter en cas de difficultés rencontrées. Donc, à côté de ça, il y a encore l'anticipation des actions stratégiques à mettre en œuvre pour l'entreprise, puisque vous êtes manager, vous avez peut-être au-dessus de vous, si vous n'êtes pas le chef d'entreprise, eh ben, un supérieur du coup qui vous donne des instructions. Et il faut bien sûr pouvoir savoir mener des actions stratégiques pour développer la performance d'entreprise et donc booster la compétitivité de l'organisation. Y a-t-il des questions? Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à lever la main et on y répondra. Comme je ne regarde pas le chat. Je regarde, t'inquiète. Merci. Pas de questions, je continue. Oui, Alors, quelqu'un a pris la parole? Quelqu'un a dit quelque chose? Alison a pris la parole. oui, c'était pour dire qu'on est d'accord, on vous suit. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la bienveillance au travail? Alors, êtes-vous surpris qu'on parle aujourd'hui de bienveillance au travail? Non, je pense que Ouvrez c'est les micros. important. Pourquoi? Pourquoi cela? Je ne sais pas qui parle, mais pourquoi cela, madame? Pourquoi vous n'êtes pas surprise qu'on parle aujourd'hui, depuis surtout ces 2 dernières années, de bienveillance au travail? C'est toujours, Allô? pas Allô? Oui? Je vous écoute. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas surprise qu'on parle de bienveillance au travail, puisque pendant longtemps, le travail est considéré même comme un facteur de risque sur le plan psychologique, sur le psychosocial du fait du stress qu'il entraîne. Donc, si on veut parer à ça, il faudrait bien qu'on développe une autre manière de travailler qui fera en sorte que les gens se sentent bien à leur lieu de travail. C'est ce que je peux dire un peu à ce sujet. Oui, madame, tout à fait. Et vous avez parfaitement raison. Et c'est pour ça que j'ai mis « quand l'on sait d'où vient le mot travail ». Travail vient du mot tripialium qui signifie en latin instrument de torture. Donc, c'est vrai que c'est assez questionnant de voir que le travail soit un instrument de torture et qu'aujourd'hui, on parle de bienveillance. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vois que quelqu'un met quelque chose en chat. Marie-Claire? C'est Frédéric qui dit très belle présentation, Cindy. Merci beaucoup. Et c'est vrai que quand on se rappelle que le travail, c'est un instrument de torture à la base, à l'origine, et qu'aujourd'hui, on nous parle de bienveillance, moi, hier, je me suis dit, mais c'est quand même fou. C'est quand même fou qu'on parle de bienveillance alors qu'à la base même, le travail, c'est un instrument de torture. Je ne sais pas si vous voyez quand même l'anachronisme, mais aujourd'hui, je me dis, mais sommes-nous tombés sur la tête? C'est soit on doit arrêter de travailler ou trouver une autre forme d'occupation de journée, ou soit, en fait, on ne devrait même pas parler de bienveillance au travail. Parce que si c'était quelque chose d'extraordinairement bénéfique, on ne devrait même pas devoir en parler. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que si on doit parler de bienveillance au travail, c'est parce qu'on a un souci avec l'origine même du mot travail. Frédéric? Oui, Cindy. Voilà, excuse-moi si je te coupe et tout. Sans vouloir peut-être, comment on appelle ça, redéfinir la bienveillance, mais je pense que de façon générale, la bienveillance, c'est un peu comme la confiance, c'est un peu comme, on va dire, le respect. C'est une prédisposition, en fait, ou une posture naturelle dans laquelle chacun doit se trouver. C'est un engagement personnel que chaque individu prend et c'est, on va dire, la somme de cet engagement, de cette posture qui constitue ou qui renforce en fait l'écosystème de la bienveillance au travail. Donc moi, c'est
c'est un peu comme ça que je voulais rebondir par rapport à la définition et justement ce que tu dis, parce que bien évidemment, ça allait un peu contradictoire, eu égale la définition que tu as proposée là. Mais je pense que la bienveillance est une posture individuelle dans laquelle chacun prend un engagement particulier de se dire, je vais faire les choses correctement et j'espère que l'autre va les faire correctement pour construire en fait cet environnement, voilà, paisible qu'on recherche tant dans les organisations. Parce que franchement, la bienveillance, si on va faire des sondages, les chiffres seront extrêmement négatifs partout dans le monde. Merci Frédéric. Alors, je te remercie de cette intervention parce que justement, ça donne du crédit à ce que je veux dire maintenant. Ce n'est pas pour rien que je vous fais réfléchir sur ces questions-là. Vous avez compris qu'aujourd'hui, la bienveillance au travail, pourquoi on en parle? Si on sait que le travail à la base signifie en latin instrument de torture, tripalium. Si aujourd'hui on nous parle tant tous là de bienveillance au travail, mais c'est bien parce que, pour compléter exactement ce qu'a dit Frédéric, c'est que aujourd'hui, c'est tellement devenu pour certains en tout cas une souffrance qu'il faut absolument limite qu'en faire un devoir. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça devient presque un devoir individuel pour avoir effectivement une vie collective du travail qui soit positive, paisible, pour un peu reprendre ce que disait Frédéric. Exactement. Aujourd'hui, limite, je ne vais pas dire le mot obligé, parce que sinon on va rester encore dans des acceptions qui sont négatives, mais nous avons presque, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, mais moi c'est le sentiment que je partage, parce qu'on nous bassine presque un peu trop avec la bienveillance au travail. Mais vous l'avez compris, aujourd'hui, nous devons tous faire preuve, comme il dit, de manière intrinsèque, de qualité et de bienveillance qui font que la somme des individus au travail, si tout le monde est bienveillant par essence, alors nous allons pouvoir effectivement, je dirais, alléger, si je peux employer ce mot, alléger la lourdeur de ce qu'est le travail. Parce que si effectivement nous passons tous, enfin si nous incarnons tous la bienveillance au travail, et si du coup tout le monde se met à jouer le jeu, alors assurément, le moment très long, parce que c'est quand même plus de 8 heures par jour que nous passons, en tout cas nous passons plus de temps au travail que chez nous aujourd'hui, enfin depuis longtemps, le moment, si je puis dire, passé au travail avec les collègues, ben, il sera bon. C'est là où je voulais vous emmener, avant même de vous donner la définition, c'était de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, certains trouvent qu'on parle trop de bienveillance, certains disent que on ne devrait même pas en parler parce que ça devrait, un peu pour rejoindre Frédéric, être l'essence de chacun. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, l'idée, c'est ce que je veux que vous compreniez, qu'il faut trouver un juste milieu. Point trop n'en faut. Point trop n'en faut parce que je pense qu'à force de parler de bienveillance, du coup, les gens vont se mettre à faire l'inverse. Et ce n'est pas le but recherché quand on veut faire de la qualité et du bien-être au travail. Donc, il faut pouvoir effectivement saupoudrer ça et là, des tips, des conseils, des idées. En tout cas, le manager se doit de pouvoir s'assurer que ses collaborateurs incarnent la bienveillance, non seulement pour eux-mêmes, non seulement pour les collègues, non seulement pour la direction, mais surtout pour les clients qui sont effectivement, qui fréquentent en fait les entreprises dans lesquelles ils travaillent et pour lesquelles ils rendent service. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, c'est bien pour cela que, donc, je viens à la définition qui suit, c'est une affection. Et effectivement, une affection. Déjà, le fait que la bienveillance se définisse comme une affection signifie que ça se veut quelque chose de positif, ça se veut quelque chose de chaleureux, ça se veut quelque chose de proximité qui nous porte à désirer le bonheur de notre prochain. En fait, c'est vraiment un souhait. Moi, je définis ça comme un souhait pour que ma personne et celle de l'autre en face de moi, quel qu'il soit, puissent avoir, bénéficier, se doter de cet amour que j'ai pour moi et que je lui transmets, ou en tout cas que je reflète dans mes actes au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une disposition généreuse de l'individu à l'égard de l'humanité
qui apprend à porter sur l'autre un regard attentif, compréhensif et tolérant. Parce que si nous avons tous un regard attentif, compréhensif et tolérant vis-à-vis de notre collègue, vis-à-vis de notre manager, vis-à-vis de notre patron, vis-à-vis de nos prestataires, partenaires et surtout de nos clients, je pense qu'on aura enfin un monde en paix. Parce que c'est justement parce que tout le monde se mettra à parler d'une seule et même voix et d'une même attitude que nous arriverons en fait au travers de la bienveillance, au travers du management bienveillant que nous allons voir incessamment sous peu, qu'il est possible de faire que le travail ne soit plus considéré comme un instrument de torture. Avez-vous des questions? Et c'est pour cela même que l'on dit qu'il est difficile aujourd'hui, enfin que c'est presque faire preuve de courage managérial que de montrer à ses équipes, à ses clients, que l'entreprise est engagée fortement dans une démarche de bienveillance au travail pour développer le bien-être et la qualité de vie. Et c'est vrai que parfois, malheureusement encore, il faut dire que dans les anciennes formes de management, quand vous vous retrouvez à les comparer, certains vous disent que ça peut être vu comme une force de faiblesse du manager que d'être bienveillant. J'aimerais avoir votre retour sur cela. Que pensez-vous du fait, alors je pense que je prêche des convaincus, mais avez-vous déjà entendu ce type de réflexion? Ah oui, mais si tu es un manager bienveillant, tu es faible aux yeux de tes collaborateurs. Ça vous dit quelque chose ou pas, de par vos expériences respectives? Ou peut-être même que des managers ne veulent pas se mettre à la bienveillance parce qu'ils pensent qu'ils vont paraître faibles devant leurs collaborateurs. Qu'en pensez-vous? Je peux répondre? Oui, bien sûr. D'accord. Écoute, Cindy, justement, hier, lors de mon intervention, il y a un manager qui a dit que, voilà, il rencontre des problèmes de gestion de ses équipes parce qu'il est un peu trop émotionnel. Ça, c'est le premier feedback. Il y a un autre qui est allé me dire que, voilà, aujourd'hui, le relationnel, en fait, le relationnel ne conduit pas aux objectifs. Si tu as des objectifs à atteindre, c'est pas quand tu vas sourire avec tout le monde ou quand tu seras sympa que tu vas atteindre les objectifs. On te recrute pour pouvoir délivrer à la fin. Je lui ai dit, je suis d'accord avec lui, mais je pense que les gens commettent une grosse erreur. On ne peut pas dissocier en fait les soft skills et les hard skills d'un individu parce que les deux constituent en fait l'ADN même de l'être humain. Donc, un manager qui trouve que s'il est plus ou moins trop bienveillant, ses équipes seront bizarres. Je pense qu'il n'a pas encore compris peut-être ce que c'est qu'un manager. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle même plus de manager. On tend maintenant vers coaching. Parce qu'un manager, c'est un coach. C'est quelqu'un qui encadre. Donc, il faut dépasser, en fait, je vais dire, peut-être ces pensées limitantes pour arriver à un certain niveau de maturité et apprécier les choses avec un regard différent. Maintenant, l'organisation peut être un peu bizarre et structurée d'une manière où c'est très compliqué. On n'a pas souvent de la marge de manœuvre pour pouvoir vraiment prendre cette posture. Mais comme je le dis, je reviens encore sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est un engagement personnel. Les autres ne sont pas obligés de faire comme moi, mais moi, j'ai un engagement d'être bienveillant et d'agir d'une certaine façon. Donc, moi, c'est peut-être mon feedback par rapport à ça. Je pense que c'est des pensées limitantes que les gens doivent dépasser aujourd'hui dans les organisations. Quand on est chez toi, quand on est chez soi, on a une façon de se comporter. On ne parle pas à sa femme n'importe comment. On ne traite pas ses enfants n'importe comment. Pourquoi est-ce qu'on devrait traiter ses collaborateurs comme des chiffons? It doesn't make sense. Donc, ça, c'était mon feedback. Merci, Frédéric. Je vois qu'on partage la même vision des choses. Moi, je vais encore plus loin. Parce que, alors je te rejoins, j'ai même développé une théorie sur le fait que, enfin moi aujourd'hui en tout cas, j'accompagne les managers pour qu'ils deviennent des leaders coach, complètement. Face à quelqu'un comme ça qui vous dit ça, c'est pas gérer son émotionnel, ne devrait pas avoir place pour l'émotionnel,
il n'a pas compris. Il n'a effectivement pas compris. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que sa direction n'a pas compris non plus. Et c'est terrible parce que, alors je ne sais pas si d'autres veulent prendre la parole ou je réponds, ou j'embraye sur ce qu'a dit Frédéric. Dites-moi, excusez-moi, d'ailleurs. Non, personne? Je ne sais pas, dans le chat non plus? OK. Donc, je continue. Je continue. Du coup, je vous disais que on ne peut pas faire autrement, en fait. Il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, on ne peut même pas se permettre de faire autrement que d'être dans la bienveillance, surtout quand on est manager. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous avons une crise sanitaire qui décime. Tout le monde est plus ou moins impacté. Comment voulez-vous faire du chiffre si vous ne vous préoccupez même pas de savoir si la personne est en bonne santé? Comprenez un peu, je fais un raccourci assez brut, mais comprenez bien que l'autre ne peut pas produire en face, qu'il soit en télétravail ou au bureau, si vous ne vous souciez même pas de savoir s'il est en bonne santé. Vous ne pourrez pas avoir les résultats que vous escomptez. Donc, j'entends sur cette notion de délivrabilité, mais encore une fois, vous ne pourrez pas maintenir de la productivité si vous n'avez pas conscience du niveau à la fois de motivation, de forme de vos collaborateurs. S'ils ne sont plus engagés, motivés et ne trouvent plus de sens au travail parce que vous ne leur donnez pas de reconnaissance ou même d'attention, de présence, je vous dis, on peut parier là-dessus, vous n'aurez pas vos résultats en fin d'année. Ça, c'est clair. D'ailleurs, si vous regardez l'étude de 2017 que j'ai ressortie, vous voyez bien que 94% des managers français pensent être de bons managers. Or, 64% à peine des employés sont d'accord avec ça. 30%, vous imaginez, un tiers, 30% de gens ne savent pas qu'il n'est pas un bon manager ou croient formellement être un bon manager alors que ce n'est pas du tout vécu de la même manière pour ses collaborateurs. Pensez-vous que dans ces services-là, de ces 30 personnes-là, ils aient les résultats escomptés en fin d'année? Je ne suis pas sûre. Donc, c'est pourquoi il faut avoir de l'empathie pour ses collaborateurs. C'est pourquoi il faut justement comprendre ce qu'est l'empathie, comprendre la différence avec la compassion. Delvina veut dire quelque chose? Oui. Est-ce que tu peux muter tout le monde? Elle a oublié son micro ouvert. Tu peux muter tout le monde, s'il te plaît. Alors, c'est bon. C'est bon? Et du coup, excusez, et du coup, oui, il faut absolument que les managers développent une notion, à côté de la bienveillance, la notion de l'empathie. Il est très important. Alors, je disais que au-delà des hard skills de compétences d'anticipation, de gestion, d'organisation et de planification, le véritable soft skills qu'il doit développer, c'est l'animation d'équipe, l'animation de groupe. Il doit donc, en tant qu'animateur d'équipe, les accompagner au quotidien. Donc, ça nécessite d'être présent et surtout de créer quotidiennement de la cohésion. Donc, ça peut passer par des logiciels, ça peut passer par des boîtes à outils, ça peut passer par tout ce dont il pense qui peut concourir au bien-être quotidien des collaborateurs et surtout comment garder la motivation, soit par des jeux, des challenges, enfin tout ce que vous voulez. Donc, voilà enfin Frédéric, là où on se rejoint, c'est quand effectivement l'on voit que le manager est semblable à un coach sportif dont il doit percevoir et sublimer les qualités individuelles de ses collaborateurs et surtout favoriser un esprit d'équipe. C'est bien parce que vous maintenez au travail un esprit d'équipe entre vos collaborateurs que vous arrivez, et j'ai bien mis sublimer
les qualités individuelles de vos collaborateurs. Donc, la sublimation passe par le fait de reconnaître qu'ils ont des compétences, qu'ils ont des qualités et surtout qu'ils ont un potentiel que c'est à vous de développer. C'est ce qu'il faut retenir du management bienveillant. Et du coup, ça passe par fédérer les collaborateurs entre eux aussi. Donc là, on va commencer par rentrer dans tout ce qui est expérience collaborateur, favoriser l'arrivée, en tout cas accueillir les nouveaux arrivants, remercier les personnels sortants, encourager la synergie au sein de l'équipe, mais surtout, pas vous contenter, comme je vous disais tout à l'heure, l'ancienne forme de management a donné des actions, des tâches aux gens. Il faut absolument, absolument développer des compétences de savoir-être, de soft skills, d'intelligence relationnelle, qui sont vraiment deux fondamentaux du management pour permettre à chaque collaborateur d'exprimer son plein potentiel. C'est parce que vous allez, vous, développer votre savoir-être de manager et surtout travailler votre intelligence relationnelle comportementale au travail, on en parlera plus tard, que vous serez un bon manager. Et c'est justement parce que vous allez maintenir, c'est ça votre job d'animateur, maintenir sur la distance, c'est-à-dire le temps de l'embauche du salarié, la balance entre l'individualité et la collectivité. Il faut autant développer l'individualité de chacun que travailler la collectivité de tous au sein du service, de l'équipe ou de l'entreprise. C'est comme ça que vous allez pouvoir manager une équipe de façon bienveillante. Je vois qu'il y a des choses dans le chat. Oh là. Non, pas de questions, je continue. Alors, pour finir cette première partie, voici selon moi les 10 clés d'un management bienveillant. Vous devez instaurer un climat satisfaisant, positif, chaleureux au bureau. Vous devez ensuite commencer par apprendre à déléguer et à faire confiance à votre équipe. Vous devez, selon moi, apprendre à fixer des objectifs clairs et atteignables. Apprendre à fixer des objectifs, ça se travaille. Bien sûr, la sacro-sainte SMART, des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporairement définis et surtout écologiques. Pourquoi écologique d'après vous? Qui peut me répondre sur ce point? Pourquoi les objectifs doivent aussi être écologiques? Quelqu'un sait? Personne. Écologique parce que... Oui. Oui, quelqu'un veut prendre la parole? C'est ouvert. Alors, qui parle? Oui. Oui, vous voulez parler? Oui, à la CV. Je crois qu'elle a oublié son micro. Donc, il faut muter tout le monde. Voilà. Alors, personne n'a la réponse? Personne ne sait pourquoi les objectifs doivent aussi être écologiques? Moi, je suis curieux de savoir. Je n'ai pas une idée. Hein. Ah. Alors, un objectif écologique, c'est un objectif, pardon, un objectif écologique, au-delà d'être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporairement défini, il se doit aujourd'hui d'être écologique pour moi-même, c'est-à-dire que je sois en capacité certaine de réaliser, et écologique pour celui à qui je le donne. Donc, vous avez compris que non seulement je dois être certaine de ce que je donne à faire, mais il faut que l'autre, j'en sois aussi certaine qu'il soit en capacité de réaliser ce que je lui donne à faire. Pourquoi donner à quelqu'un qui n'aime pas les mathématiques de vous faire le reporting annuel de l'entreprise? Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, vous devez non seulement définir des objectifs clairs, concis, précis, mais vous devez savoir à qui vous les donnez à réaliser. Et ça nécessite quoi? Ça veut dire que vous devez connaître parfaitement votre équipe pour savoir qui est en capacité de faire quoi ou pas, qui, vous savez, vous pouvez peut-être déranger à tel moment pour telle chose, qui a la réactivité, la disponibilité
au-delà de l'intelligence, pour faire une tâche qui peut-être n'était pas prévue au planning du jour, vous avez une casque, une panne ou je ne sais quoi, il faut effectivement peut-être dépêcher quelqu'un pour un remplacement. Vous êtes manager, vous êtes malade, mais il faut bien que quelqu'un de l'équipe aille vous représenter peut-être dans une réunion qui n'a pas pu être décalée. Quel est le soldat qui va pouvoir vous remplacer? Vous comprenez bien que ce n'est pas à la personne dont vous savez, qui n'aime pas prendre la parole, qui est très timide et réservée, que vous allez envoyer en commission, ou en codir avec les administrateurs de l'entreprise, par exemple. Par exemple. Connaissez votre équipe sur le bout des doigts. Sachez ce que vous donnez à faire et sachez surtout à qui vous le donnez à faire dans votre équipe. C'est important. Il n'y a rien de pire que de se tromper de cheval et de perdre du temps et perdre de l'argent et surtout peut-être au passage égratigner la notoriété ou la crédibilité de l'entreprise ou de sa direction ou de ses salariés. Malheureusement, il y a beaucoup d'écueils qui ne sont pas dus au fait des salariés, mais qui sont dus au fait d'un manager qui ne sait pas distribuer correctement son travail. Et ça, il faut absolument commencer par comprendre que c'est important de connaître sur le bout des doigts de son équipe pour savoir à qui on donne à faire quoi. C'est ça, l'écologie dans le cadre d'un objectif. C'est clair, Frédéric? Très clair. Au-delà de ça, soyez toujours à l'écoute de vos collaborateurs. Ayez la politique de la porte ouverte. Remerciez vos équipes. Alors ça, la reconnaissance, c'est un sujet à part entière. En termes de feedback, en termes de félicitations, c'est important de pouvoir remercier vos équipes du travail fait, de pouvoir les féliciter. Et comme je dis, remercier ces équipes, c'est d'abord de pouvoir leur dire « Bonjour, s'il te plaît, merci, bravo et au revoir ». Si vous ne faites pas ces 5 actions quotidiennement, vous avez un problème de management sérieux. Si, parce que, encore une fois, vous savez que dans beaucoup d'endroits, les gens peut-être même ne se parlent pas, ne s'apprécient pas. Vous n'êtes pas là pour vous apprécier. Vous êtes là pour collaborer. Moi, dans une institution, quand je suis intervenue, les gens me disaient qu'il y a 2 personnes, et ça, j'ai jamais oublié ça, 2 messieurs dans une collectivité territoriale qui ne s'aiment pas, mais qui sont collègues dans le même service. Eh bien, écoutez bien, ce sont ces personnes qui vont arriver le matin, qui ne vont pas se dire bonjour. Elles vont aller se changer, mettre leur blouse de travail, et sachez qu'elles vont faire tout ce qu'il y a à faire ensemble, porter des choses, etc., ensemble. Quand elles retournent dans le vestiaire, elles vont enlever leur blouse et c'est fini. Elles repartent, elles ne se parlent pas. Mais comprenez bien que pendant les 8 heures de travail, ces gens collaborent. C'est-à-dire qu'ils sont manutentionnaires, donc ils n'ont pas d'autre choix que de porter ensemble des choses. Mais sachez que c'est admirable de savoir que des gens ne s'apprécient pas et que pourtant elles arrivent à collaborer. C'est un exemple extraordinaire, je ne connais qu'un seul, enfin c'est rare, mais j'étais ravie de savoir et d'entendre par d'autres collaborateurs et la direction que ces 2 personnes ne s'apprécient pas. Par contre, elles font un travail exemplaire parce que de l'instant qu'elles sont dans le vestiaire jusqu'à ce qu'elles repartent chez elles, le travail est fait à 2 parce que leur travail consiste à travailler à 2. Donc, c'est possible. Je vous ai donné cet exemple pour vous démontrer que c'est possible de collaborer même si on ne s'apprécie pas. Sur votre fiche de poste, il n'est pas écrit noir sur blanc que vous devez apprécier tout le monde et que vous devez être apprécié de tout le monde. Par contre, il est écrit que vous devez collaborer avec tout le monde. C'est ça la loyauté à l'entreprise. C'est de collaborer efficacement, de faire votre travail au mieux et de partager votre savoir et d'aider, si possible, ceux qui sont présents parce que c'est pour la bonne marche de l'entreprise que vous avez été recruté et pas pour votre convenance personnelle. Je ne sais pas si vous partagez ce que je dis, mais moi, c'est comme ça que je conçois la culture d'entreprise. Et je suis tout oui pour vous écouter. Alors, bravo Cindy. Je pense que je suis aligné aussi sur ce que tu viens de dire. Maintenant, ce qui me vient à l'esprit, c'est que pour pouvoir réussir à vraiment
à vivre ces deux constantes qui sont diamétralement opposées, il faut aussi beaucoup de maturité. Oui. Il y a deux facteurs. Il y a de la maturité dans un premier temps. Et deuxième chose, il y a également ce qu'on appelle l'environnement dans lequel on est. Je pense que toi, tu es à l'étranger. L'environnement est peut-être différent. Ce que je dis très souvent, hein, le marketing en Europe ne peut pas être appliqué au marketing, ne peut pas être appliqué à celui qui est en Afrique parce que le consommateur ou le client n'a pas les mêmes problèmes, entre guillemets. Donc, moi, je voulais juste rajouter ça un peu, une petite couche en disant que voilà, c'est vrai ce que tu dis, mais tout est une question de maturité et d'engagement personnel, de vouloir collaborer, même si la personne en face de soi énerve, en fait. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu juges différent? Dis-moi. Alors là, moi, j'aimerais bien rebondir. Bon, ce que moi, je juge différent, hein, OK? Je pense que en Afrique, de façon générale, peut-être on va dire que c'est des opinions impopulaires ou populaires, je ne sais pas. Mais en Afrique, on va dire que euh, le travail ou du moins l'état d'esprit de certaines personnes est régi quelquefois et beaucoup trop par les émotions. Quelqu'un n'est pas en forme, quelqu'un a eu un problème chez lui ou il a eu un problème personnel et tout. Quand il arrive au boulot, en fait, il est amer. Tu voyais un peu. Et moi, je pense que de plus en plus, quand j'échange avec des gens qui sont à l'étranger, en réalité, ils arrivent en fait à dépasser ce genre de choses. Ils arrivent à dépasser et ils arrivent à se dire, bah, écoute, j'ai mes problèmes, je les laisse là où elles sont. Quand je suis au travail, je dois collaborer, même si je ne déteste pas, même si je ne suis pas d'accord avec l'autre. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus peut-être une question d'environnement et, comme je l'ai dit, une question de maturité. Mais la maturité, encore, elle est personnelle, disons ça comme ça. C'est un engagement de chaque personne à vouloir faire les choses d'une certaine façon. Ça rejoint un peu quelque peu la bienveillance. Donc, ça, c'était mon avis. Hein. Ce n'était pas pour rentrer comment on appelle, en opposition avec ce que tu as dit, mais je voulais rajouter ça Merci, également. Frédéric. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je vais laisser Délali répondre aussi. J'ai vu qu'elle voulait parler. Parce que je suis aux Antilles. Les Antilles, c'est pour moi, enfin, nous sommes aussi un peuple de proximité. Nous fonctionnons beaucoup aux Antilles, malheureusement, avec les émotions. Nous avons un passé qui est ce qui est. Nous partageons d'ailleurs le même passé, mais je veux dire que je ne vois pas la différence. Je ne pense pas qu'en Afrique, ça soit différent des Antilles ou différent peut-être de l'Europe, ou c'est moi qui n'ai peut-être pas saisi ce que tu as voulu me dire. Mais oui, je suis d'accord avec toi sur un point. C'est une question de maturité. Et on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir la même maturité au travail, certes. Par contre, tout le monde doit avoir l'intelligence d'esprit de comprendre qu'il est dans un environnement sociétal, organisationnel, qui nécessite d'avoir un minimum de soft skills appropriés à l'entreprise et la culture dans laquelle on se trouve. Délali? Merci beaucoup, merci vraiment. Alors, moi, je suis d'accord avec vous deux. Pour autant, on peut penser que ce que vous dites est contradictoire à un temps, mais je suis complètement d'accord avec vous deux et j'aimerais vraiment vous rassurer tout le monde ici, étant donné que je suis en métropole. D'accord? Je suis en métropole et justement, Frédéric dit, mais non, c'est différent. C'est différent parce qu'en Afrique, on est émotionnel. On est dans des émotions et tout. Cindy de renchérir. Et mais en tout cas, en Martinique, on a aussi les émotions à fleur de peau par moment. Et j'ai presque envie de vous dire, mais en réalité, il faut vraiment distinguer les questions de marketing des questions relationnelles au travail. Quand on parle de relationnel au travail, en ce qui concerne tant l'Europe que l'Afrique et la Martinique, on se rejoint tous. Ben oui, je suis d'accord. Sincèrement, les gens arrivent au travail quand ils ont des problèmes. Je vous avoue, c'est extraordinaire. Ils oublient même qu'ils ont été embauchés pour une raison. Ils oublient même leur fiche de poste. Ils oublient. Et j'ai bien aimé la thématique, comment ça a commencé. Mais pour changer une organisation, on doit changer le management. Et c'est vraiment ça. Ce n'est pas
dire la reconnaissance, les félicitations, c'est tout sauf inné. Tout sauf inné. À moins qu'on vienne d'un environnement un peu hybride, comme plusieurs d'entre nous, à la fois anglophones et francophones, à ce moment-là seulement, on apprend. Et j'ai bien envie d'insister sur le mot apprendre, les félicitations, la reconnaissance, s'il te plaît, bonjour, merci. Et d'ailleurs, c'est ce que je mettais dans le chat, c'est que ça, tellement c'est quelque chose qu'il faut apprendre que malheureusement, ça donne souvent des équipes pleines de sous-estimation de soi, qui se disent et qui rarement osent faire preuve d'initiative constructive parce qu'elles ne savent même pas à quel moment on va les accuser même d'avoir pris des initiatives. Donc, d'un côté, on est émotionnel et on est souvent malheureusement à côté de la plaque, mais de l'autre côté aussi, eh bien, au niveau du management, on a des managers qui, lorsqu'on a osé prendre une initiative et qu'elle n'a pas été rondement menée comme les managers s'y attendaient, eh bien, on se prend aussi des foudres. Et très rarement, par contre, on va avoir des félicitations. Donc, vraiment, je pense qu'on se rejoint tous ensemble sur un point. C'est que, un, ce n'est pas inné, et deux, finalement, Frédéric, l'Europe, l'Afrique, la Martinique, les Antilles, Tous pareils. tous dans le même panier. Tous pareils. Merci, Delali. Et j'étais en train de aussi regarder dans le chat, mais tu as parfaitement raison, ma chère. Et comprenez bien que c'est ce qui fait qu'on m'a fait intervenir dans les organisations. C'est pour former les gens à avoir ce management bienveillant-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des directions qui se rendent compte que les managers qu'ils ont ne sont pas à propos, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils n'ont pas reçu, et comme dit Frédéric, effectivement, la maturité, ou ils n'ont pas reçu la culture, comme dit Delali, de la politesse, parce qu'on n'en parle pas, mais je peux vous dire que la politesse au travail, du management bienveillant. Alors, attendez, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert là, il faut que je trouve lequel. Voilà. Excusez. Vous m'entendez? D'accord. Donc, je disais, soit les gens n'ont pas, comme dit Frédéric, effectivement, soit la maturité de savoir qu'ils vivent en société, donc ils ne sont pas hyper sociabilisés alors qu'ils doivent encadrer du monde, soit ils n'ont pas la culture de la politesse, du management, de la bienveillance, de l'empathie, mais parce que eux-mêmes peut-être, vous savez, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Ils ont l'histoire, ils ont leur parcours, ils viennent peut-être de loin, de difficultés, de traumas, de blessures, on n'en parle pas, mais en tout cas, mon travail, c'est de parler de tout ça aussi, et de comprendre qu'un individu, ce n'est pas que le matricule et avec les tâches qu'on donne sur une feuille de papier. C'est vraiment quelqu'un qui pense, qui ressent, qui agit, qui n'agit pas, qui oublie, et qui aime ou qui n'aime pas. Je vais avancer parce que je regarde l'heure et je vois qu'on n'est même pas arrivé à la deuxième partie. Donc, comprenez qu'il faut effectivement valoriser le potentiel existant de vos collaborateurs. Offrez-leur toujours la possibilité d'améliorer leur potentiel caché parfois parce que certains ne savent même pas qu'ils ont des dons, des talents, des points forts qu'ils peuvent exploiter. Par contre, la crise a été un bon terreau pour que nous puissions découvrir les talents cachés de nos collaborateurs ou même des managers, même en visio. Ensuite, faites preuve de souplesse, de tolérance et d'adaptabilité parce que ça soit sur les horaires, que ça soit sur les tâches et que ça soit bien sûr sur la réactivité que vous devez avoir si vous rencontrez des écueils à manager à distance, par exemple, votre équipe. Apprenez les objectifs motivationnels de chacun au travail. Connaissez-vous les objectifs motivationnels? Il faut absolument maîtriser cette notion. Quelqu'un peut me répondre ou pas? Savez-vous ce qu'est l'objectif ou les objectifs motivationnels d'un collaborateur au travail? Ça, c'est important, ça. Personne? OK. Alors, il y a quoi dans le chat? Oui, merci. Ce pourquoi ils sont là. Exactement. Mais exactement, ce pourquoi ils sont là.
il faut que vous sachiez pourquoi chaque collaborateur que vous avez dans votre équipe a pris ce job. Est-ce que c'est purement alimentaire? Est-ce que c'est par passion? Est-ce que c'est parce que c'est pour une autre raison? Est-ce que c'est c'est un complément de revenu? Enfin bon, il faut trouver en quoi, pourquoi, exactement, pourquoi votre collaborateur est là. Et quand vous saurez pourquoi votre collaborateur a pris ce job, vous serez en capacité de bien le manager. Parce que du coup, s'il a une démotivation, par exemple, vous saurez sur quel levier appuyer pour le remotiver au travail. Si vous savez que votre collaborateur a pris ce job pour le salaire, eh bien, sachez que peut-être que lui lancer un challenge et lui donner une prime à la fin fera qu'il atteindra ses niveaux de productivité escomptés. Si vous savez, par exemple, que cette personne est vraiment là par passion, alors donnez-lui des projets innovants, ludiques, en tout cas une sphère de confiance et d'opérationnalité qui lui permettent d'exprimer ses talents. Vous savez, les fameux potentiels cachés ou sa créativité, son imagination. En fait, voilà, ça, c'est extrêmement puissant que les managers ne maîtrisent pas. Parce qu'ils ne savent même pas peut-être eux-mêmes pourquoi ils sont là. Donc, comment voulez-vous qu'ils sachent pourquoi les autres le sont? Mais quand on a la chance de maîtriser les objectifs motivationnels de ses collaborateurs, vous savez exactement sur quel levier il faut appuyer pour pouvoir obtenir d'eux ce que vous voulez comme travail et comme performance. Par contre, charge pour vous, et c'est le 10e point, de célébrer les réussites une fois que vous avez atteint les objectifs que vous leur avez fixés avec eux. Il faut les remercier, il faut les célébrer, il faut organiser le petit pot, etc. C'est important ça, parce que c'est ça qui rebooste et qui fait part un peu de reconnaissance du travail accompli. Parce que, encore une fois, on ne réussit jamais seul. Vous êtes peut-être manager d'une équipe, mais vous n'êtes pas le faiseur de l'équipe. Ce sont les collaborateurs qui font le service, pas vous. Vous n'êtes qu'un chef d'orchestre, un metteur en musique, un arrangeur sonore. Mais la mélodie se joue de la voix de tous vos collaborateurs. Alors, continue. Avez-vous des questions? Sinon, on enchaîne. Parce que j'aimerais quand même qu'on tienne le timing. Pas de questions? Je continue? OK. Ça va être difficile de le tenir. Comment? Je dis, ça va être compliqué de le tenir. Ah oui. Alors, quelques astuces pour améliorer le bien-être au travail et celui des équipes. Là, je pense qu'on ira vite. Savez-vous que pour augmenter la productivité de 30%, le bien-être au travail est la solution? Que pensez-vous de ça? Quel retour d'expérience avez-vous de ça? Personne? En tout cas, pour moi, c'est exactement comme ça que ça marche. Peut-être plus de 30%. Quand je me sens bien quelque part, mon niveau de productivité augmente très rapidement. Quand je me sens bien dans l'environnement dans lequel j'évolue, je suis hyper productive. En fait, je n'ai même pas l'impression d'être en train de travailler. Eh oui, ça devient une passion. J'avoue, je confirme aussi par rapport à, en tout cas, tous ceux de mon équipe, plus ils se sentent bien et comme ils voient qu'on fait aussi attention à non seulement leur bien-être, mais leur santé et tout, vraiment, ça change. Entre la compréhension, le relationnel, la santé, c'est très important. Moi, j'ai beaucoup, vous savez, j'ai beaucoup de femmes dans mon équipe. J'ai aussi des femmes et nous savons que la femme a chaque mois des saisons qu'elle vit. Et c'est important, voilà, quand on a ce moment-là de compréhension mutuelle et vraiment sur le bien-être, je vois vraiment la situation change totalement. Oui, je vois que pas mal de gens me disent voire plus de 30%. Effectivement. Comment obtenir l'objectif motivation d'un collaborateur? Quelle est la méthode à appliquer? Alors, la méthode à appliquer, Victorine, c'est tout simplement d'interroger votre collaborateur. Comment voulez-vous savoir ce pourquoi il est là si vous ne lui demandez pas? Je pense que c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber. Il faut comprendre que
c'est bien parce que vous allez lui démontrer que vous vous souciez de lui qu'il va s'ouvrir à vous. Il va démontrer que vous avez du coup, vous allez démontrer que vous avez de l'intérêt, que vous êtes attentive et que vous vous souciez en fait de son bien-être et de sa qualité de vie au travers de sa productivité. Donc, il faut tout simplement l'interroger. Si vous avez regardé mes dernières newsletters, vous avez vu que j'ai déjà répondu à cette question sur le management. C'est la newsletter, je crois, d'il y a 2 ou 3 jours à peine, où je dis bien, interrogez le collaborateur pour connaître ses motivations, mais ce n'est pas un interrogatoire. C'est important. Il faut pouvoir, dans une discussion tout à fait, entre guillemets, légère, en gros, ce n'est pas une convocation dans votre bureau pour lui demander pourquoi il est là. C'est vraiment au détour peut-être d'une pause café, d'un déjeuner, de lancer le sujet. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce travail? Qu'est-ce qui fait que tu as rejoint notre entreprise? Pourquoi tu as voulu incarner les valeurs de notre entreprise? Et de fil en aiguille, en fonction de la manière dont vous allez poser les questions, eh bien, l'autre va peut-être vous dire pourquoi il est là. Par contre, si vous sentez que ça ne vient pas, il ne faut pas forcer. Si la personne n'a pas envie de vous dire que c'est pas purement alimentaire, de peur peut-être que justement qu'elle soit fichée, cataloguée ou mal considérée, vous pensez bien que les gens ne vont pas toujours tout de go vous dire que c'est purement alimentaire et que, en gros, ils se soucient très peu des valeurs défendues par l'entreprise. Comprenez bien. Néanmoins, ne faites pas de suppositions, posez des questions. Tout à fait. Intérêt et curiosité envers l'équipe qui feront que, peut-être pas le premier jour, mais peut-être si un jour vous organisez une journée des temps bien-être, eh bien, au déjeuner, ça sortira. Il vous dira. Il y a des collaborateurs qui sont très à l'aise. Il y en a d'autres qui ne le sont pas avec ce genre de questions. Nous sommes en France. Vous savez que la question du salaire, par exemple, en France, des motivations salariales, c'est secret gardé en France. Je ne sais pas comment c'est en Afrique. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous entendre en Afrique pour savoir si, justement, les gens parlent facilement sous ou pas du tout au boulot. Moi, je rêve d'aller en Afrique. Hein. Je ne sais pas quand, mais si je pouvais. Cindy, je pense que surtout en Afrique francophone, en fait, on a pratiquement la même culture qu'en France. La question de l'argent est toujours une question sensible et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une éducation financière qui fait en sorte qu'ils peuvent en parler très facilement ou qui peuvent te dire oui, j'ai pris ce job, c'est uniquement pour de l'argent. Et on est tous différents. Il y a des gens qui sont très à l'aise au travail, à parler, à échanger avec le manager sur des questions personnelles. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Donc, il faut prendre du temps avec chacun, comprendre comment chacun fonctionne et aussi, de fil en aiguille, quand la relation de confiance s'installe, les gens s'ouvrent toujours. Avec certains, ça peut prendre plus de temps qu'avec d'autres. Il faut juste être patient. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, construire une politique de bien-être au travail permet à la fois de réduire les risques psychosociaux et surtout agir sur un climat collectif positif, je dis bien positif, sur la motivation dans le travail. On installe du bien-être au travail dans une organisation parce qu'on veut un climat serein et on veut maintenir les gens motivés pour travailler efficacement. Donc, c'est pour ça que la notion de bien-être au travail est un concept qui englobe à la fois des notions de santé physique et mentale. Il y a toutes les questions d'ergonomie, de conditions de travail. Il y a à la fois les questions de, bien sûr, qualité de vie, d'accueil. Et dans l'accueil, je mets décoration, couleurs, parce que vous savez que les couleurs ont une incidence sur la productivité. Sachez qu'il vaut mieux travailler dans un bureau. Si vous ne le saviez pas, il vaut mieux travailler dans un bureau peint avec des murs roses que des murs blancs, parce qu'on se rend compte que quand les murs sont peints en rose, une petite couleur rose, la créativité est démultipliée, l'imaginaire est décuplé. Donc, si vous devez, par exemple, proposer de refaire des pans de murs au bureau, donnez des couleurs. Moi, pour vous dire, j'ai été chez un notaire, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis notaire de formation professionnelle.
J'ai été chez mon ancien patron et quand je suis arrivée, j'étais agressée. Agressée parce qu'ils ont repeint. Alors, avant, tout était blanc. Hein. C'était blanc et nous étions tous vitrés. Quand je suis arrivée, tout l'étage était peint, les murs, les couloirs, les bureaux, surtout le couloir, en bleu marine, mais un bleu dur. Je ne sais pas si, un bleu militaire, je ne sais même pas si vous comprenez. Un bleu comme ça, le bleu, la banque postale, exactement. Un bleu comme ça. Vous imaginez ça sur tout un couloir, dans un étage. Moi, personnellement, qui suis très sensible, ça m'a agressée. Ça m'a agressée et je me suis dit, mais c'est dommage parce que limite, j'aurais préféré qu'il laisse en blanc, en fait. Mais un bleu aussi dur, donc vous savez, c'est un peu le bleu blue jean. Un bleu comme ça sur des murs, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est pas accueillant, c'est pas chaleureux, c'est limite agressif. Et je me dis, c'est un peu dommage, parce que vous savez que l'être humain est un animal par essence qui réagit à ce genre d'informations. Donc, le bien-être au travail et donc la concours aussi, les attentions que vous mettez, les avantages que vous donnez à vos collaborateurs font partie du sentiment général de satisfaction et d'épanouissement dans et par le travail qui, bien sûr, ne se contente pas de la santé du salarié. Il faut comprendre que c'est un agglomérat d'actions positives. Et je dis toujours positif, mais ce n'est pas pour rien. Parce que pour moi, un bleu marine, comme je viens de vous le donner, pour moi, ce n'était pas positif de peindre les murs comme ça. Donc, je dis tout le temps positif parce que oui, il faut mener des actions positives et il faut s'en assurer. En gros, la question, parce que j'ai interrogé mes anciens collègues, je leur ai demandé si on leur avait demandé leur avis sur le bleu. Ils m'ont dit non. Et je vous avoue que j'ai senti que certains étaient crispés à la réponse parce qu'on sent qu'ils sont eux-mêmes dérangés par le bleu. Et puis, c'est uniforme. Ce n'est pas pour dire que c'est un pan de mur, c'est tout le couloir, tout l'étage qui est peint de la même manière. Donc, faites attention à ce genre de petits détails-là qui peuvent vraiment avoir des répercussions, non seulement sur vos collaborateurs eux-mêmes, mais sur les clients que vous recevez dans vos locaux. Donc, comme je vous disais, le bien-être met l'accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Donc, il faut comprendre qu'il y a des conséquences, comme je vous disais, physiques, psychiques, émotionnelles et psychosociales dans la notion, dans le concept même de bien-être au travail, qui se traduit par un niveau d'efficacité pour l'entreprise. Comprenez bien que s'il fallait mesurer la productivité des salariés avant le bleu des murs et après le bleu des murs, je ne serais pas surprise de voir qu'ils aient peut-être perdu 1 ou 2 points en termes de productivité. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon avis. Abigail, vous voulez prendre la parole? Chérie, Cindy, est-ce que tu peux muter tout le monde là, s'il te plaît? C'est bon? Alors, le bien-être au travail maintenant. Si vous voulez mettre en œuvre le bien-être au travail au sein de votre entreprise, sachez qu'il y a 2 démarches possibles. Pour les plus de 50 salariés et pour les moins de 50 salariés, ce n'est pas la même démarche. Sachez qu'il y a d'abord la démarche qui est construite autour du questionnaire qui s'appelle SATIN. Moi, je dis SATIN pour les moyennes et les grandes entreprises. Donc, c'est une analyse vraiment qui est faite des facteurs de risques psychosociaux qui sont dans le questionnaire SATIN. Je vous invite à aller regarder si vous ne connaissez pas, qui permet de collecter des informations sur les éléments déterminants de bien-être au travail, si vous voulez apporter des correctifs. Et donc, à partir de certains outils d'analyse fournis, qui vont vous permettre de générer des graphiques de résultats qui serviront de base à des réunions d'échange sur la qualité de vie, sur une démarche QVT pour l'amélioration des conditions de travail au sein d'un collectif, d'un service, d'une entreprise ou de succursale. Ensuite, pour les entreprises de moins de 50 salariés, vous pouvez mettre en place une démarche d'intervention de bien-être. Donc, ça privilégie vraiment une action rapide qui est axée sur la construction de solutions. Mais vous comprenez bien que ça se fait en co-développement avec les salariés parce qu'ils sont partie prenante
des actions que vous voulez mener, puisque c'est par eux, pour eux qu'il faut le faire. Donc, vous passez généralement par des intervenants tels que moi, des psychologues, des ergonomes, qui ont la capacité de conduire des entretiens individuels et de groupe et d'animer des discussions collectives. Une institution m'avait demandé de faire ça pour ses clients. Et donc, sachez que par exemple, hein, j'organise des focus group où je reçois les clients de l'entreprise qui veut analyser en fait ses démarches et voir comment elle peut être plus présente ou mieux présenter ses offres, surtout à distance, pour les clients, savoir si l'ergonomie du site internet fonctionne, etc. Donc, en fait, je fais des focus group où, en gros, au vu d'un questionnement bien précis, je sonde en fait les clients d'une structure pour savoir s'ils sont satisfaits des services délivrés par la structure ou l'institution. C'est bon pour vous? Vous connaissiez Oui, oui. les démarches de bien-être au travail? Est-ce que vous les mettez en place pour certains ou est-ce que vous en avez bénéficié pour d'autres? Dans ce cas, je continue s'il n'y a pas de... questions. Alors, et puis bien sûr, mettre du bien-être au travail, moi en tout cas, j'utilise des team building ou bonding pour le faire. Pour créer de la cohésion d'équipe ou pour maintenir l'engagement, moi j'utilise le yoga du rire. Donc, je suis professeur de yoga du rire et j'utilise cette technique en team building. Il faut savoir que le yoga du rire, c'est une technique spirituelle, c'est une technique, c'est une discipline sportive où aujourd'hui, en tout cas, par des exercices physiques, nous avons des effets immédiats sur la santé qui sont scientifiquement prouvés. C'est une véritable méthode anti-stress qui déclenche des processus à la fois physiologiques, psychologiques, sociaux, très bénéfiques pour l'individu, mais aussi pour son collectif au sein de l'entreprise. Ça se fait comme je vous dis, hein, donc quand vous organisez des journées séminaires du personnel, des journées sportives au travail, vous pouvez demander à organiser ou organiser pour vos collaborateurs une animation de team building où vous verrez que vous passerez un bon moment. Et ça passe non pas par des blagues, mais par ce sont des jeux de mime et de jeux de rôle qui permettent de retrouver son âme d'enfant. Et des fois, c'est fait sur thématique ou pas. Et vous verrez qu'effectivement, il y a la possibilité de travailler, de choisir les thématiques que vous voulez travailler avec vos collaborateurs, peut-être sur les valeurs de l'entreprise. Et surtout, sachez que le yoga du rire par lui-même défend des valeurs qu'il incarne et ça permet surtout aux participants de réapprendre ce qu'est l'amour, le respect de soi, mais aussi des autres. Et aussi, ça travaille des qualités d'autodérision, de bienveillance, de différence, de tolérance et surtout de patience. En gros, vous avez tout un combo qui vous permet au travers de cette pratique de yoga du rire, de pouvoir agir immédiatement, instantanément et efficacement sur la joie, la bonne humeur, la décontraction, la relation, l'humour. Et vous savez que l'humour est une arme vraiment de destruction de conflits naissants au sein d'une entreprise. En tout cas, ça permet aussi de faire passer certains messages. Donc, il faut en user. Connaissiez-vous le yoga du rire? Certains pratiquent ou pas? Moi, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne le pratiquais pas en fait. Donc, je vais me documenter dessus et oui. Moi, je fais du yoga, mais pas de yoga du rire. Alors, moi, voilà, j'ai commencé par le yoga traditionnel et j'ai très vite bifurqué par le yoga du rire. Je ne vous cacherai pas que je suis devenue, hein, donc, j'anime un club de yoga du rire, je le pratique, je suis devenue professeure, donc je forme à ça aussi. Et sachez que le yoga, je n'aime pas le côté statique. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à 2000 à l'heure, mon cerveau fonctionne en permanence et j'avais besoin de quelque chose de dynamique comme moi-même. Et du coup, j'ai trouvé l'épanouissement complet dans la technique de yoga du rire parce que ça bouge, voilà, on bouge, on court, on se touche, on s'amaille, on se fait du bien et franchement, j'ai hâte de pouvoir recommencer ça quand la crise sera derrière nous.
Alors, je vous donne quelques outils de cohésion de groupe que j'utilise, moi, régulièrement, pour finir. La roue des émotions. La roue des émotions, alors je suis désolée, j'en ai, mais je ne sais pas où je les ai mises parce que je ne les ai pas trouvées. En tout cas, vous savez, c'est ce fameux disque où vous pouvez poser sur votre bureau un disque où vous indiquez en fait la couleur dans laquelle vous êtes. Est-ce que c'est rouge? Ne pas approcher, comme je dis. Est-ce que c'est orange? Kiff, kiff, ça va plus ou moins. Ou est-ce que c'est vert? Super, on peut y aller, venez me parler. Et je vous invite vraiment, c'est un bon indicateur. Si vous ne voulez pas parler, si vous n'êtes pas dans votre mood, dans un mood appréciable aujourd'hui, mais que vous devez aller travailler, eh ben, c'est bon d'indiquer aux autres dans quel état vous êtes. Et eux, ils adapteront bien sûr leur comportement ou les propos tenus vis-à-vis de la couleur que vous allez identifier. Bon, la communication non violente, évidemment, il faut passer par ces 4 temps, l'observation, les sentiments, les besoins et la demande. Ah, j'ai oublié un slash, vous m'excusez. Donc, qu'est-ce que vous avez observé comme fait? Quel sentiment ça vous génère? Quel est le besoin associé à ce que vous avez observé? Et du coup, quelle demande vous formulez à l'autre pour que vous puissiez obtenir satisfaction ou réparation? 3 belles choses, comme je dis, je pense, je ressens et j'agis. Quand vous faites du feedback, il faut effectivement pouvoir être à l'écoute de vous-même d'abord pour pouvoir écouter l'autre. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et quelle est l'action que vous allez mettre en place? La cohérence cardiaque, parce que quand on veut se calmer, c'est fondamental. En 5 minutes, c'est plié. On retrouve un rythme cardiaque tout à fait normal. L'ancrage des ressources que je pratique en coaching, parce que ça permet justement d'avoir des ancres. Les ancres, ce sont des repères que nous avons qui nous permettent de retrouver confiance, de retrouver une certaine stabilité émotionnelle et de se rappeler justement de ces ancres quand plus rien ne va. Le mode mental adaptatif, qui est une technique que je vous recommande d'approfondir, si vous voulez apprendre, quand vous vous retrouvez dans une situation qui n'est pas satisfaisante du tout pour vous, à switcher votre mental pour l'adapter à la situation, aux personnes, aux événements qui sont en face de vous à l'instant présent. En gros, on peut ne pas être d'accord sur quelque chose, néanmoins, parfois, il faut pouvoir avoir suffisamment de diplomatie pour le faire comprendre à l'autre. Et donc, se dire, OK, d'accord, cette situation ne me convient pas. Je me sens humiliée, je prends un exemple, je me sens humiliée dans cette réunion. Il faut que je fasse ma présentation juste après. La question est, est-ce que vous restez dans votre posture d'humiliation et du coup, vous vous retrouvez dans l'incapacité de ne serait-ce que retrouver les mots de la présentation que vous avez préparée et du coup, ça sera pire parce que on va encore plus peut-être vous enfoncer. Ou est-ce que vous arrivez à vous dire, OK, je n'ai pas apprécié ce qu'ici vient de m'être dit, d'accord. De toutes les façons, il faut que je puisse être professionnelle jusqu'au bout de cette réunion parce que je dois, moi, me lever après et aller au paperboard pour présenter mon reporting. Donc, je mets de côté cette émotion-là et je tire une autre face qui me permet de pouvoir faire ma présentation de manière la plus professionnelle qui soit pour démontrer à ces gens que quand bien même on a voulu me taper dessus juste avant, je reste professionnel. Et là, vous allez emboucher un coin à l'autre en face de vous qui va se dire, ah, tiens, on a essayé de la déstabiliser, pourtant, elle a tenu. Elle en a de la ressource. Eh bien oui, le World Café, quand vous organisez des événements, pour pouvoir justement permettre à tous de s'exprimer largement, donner de la voix à chacun et pouvoir justement tirer parti pour la thématique que vous aviez choisie ce jour-là. Le feedback positif, je ne vais pas détailler parce que je crois que vous avez déjà eu une présentation sur le feedback hier par Léna Aka, si mes souvenirs sont bons. Je pense que vous avez eu beaucoup d'astuces sur le feedback positif. Positif chez moi parce qu'il faut pouvoir utiliser la technique du sandwich. Entre 2 compliments, il faut pouvoir glisser le retour à améliorer à votre collaborateur. L'expérience collaborateur, bien sûr, parce que c'est la clé aujourd'hui pour pouvoir garder, fidéliser les collaborateurs que vous allez recruter. Il faut pouvoir leur faire une entrée en matière jusqu'à leur départ de votre structure du feu de Dieu. Alors, je ne vous dis pas de mettre des paillettes partout pendant les 45 années qui vont travailler pour vous. Je vous dis surtout de créer des moments d'échange, de partage, de reconnaissance, de félicité
qui vont permettre à votre collaborateur de se sentir bien à sa place, apprécié pour le travail qu'il fait et surtout reconnu dans les conseils qu'il vous donne sur peut-être les stratégies à apporter pour corriger certaines de vos tâches données à réaliser. Et enfin, le mentorat inversé. Peu de gens pratiquent ça. C'est vrai qu'il faut être très ouvert d'esprit, mais quand on sait qu'aujourd'hui, on est dans l'intergénérationnel, qu'on sait qu'il y a les jeunes générations, pardon, enfin les millénials, excusez-moi, je cherchais, les générations Z qui viennent au travail aujourd'hui et qu'ils sont avec des managers de 50-60 ans, il faut en tant que manager accepter de se faire mentorer par les jeunes recrues parce qu'elles vont vous apprendre beaucoup, surtout sur l'informatique, sur le digital, sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que ça peut être un bon moyen d'en apprendre sur l'autre de manière informelle. Avez-vous des questions? Pratiquez-vous ce type d'outil de cohésion de groupe? Personne? Je continue du coup, si personne ne s'exprime. Alors, rapidement, je vais vous parler de mon livre, je vais vous le présenter. Donc, l'année dernière, j'ai sorti un livre sur la santé intégrative, 14 solutions alternatives pour prévenir le stress et la dépression, dans lequel je vous propose des outils, des techniques, des pratiques, comme je vous disais, qui sont simples, rapides, peu chers à mettre en œuvre. Et vous allez trouver des conseils sur l'hydrothérapie, la phytothérapie, l'aromathérapie indienne et occidentale, la méditation pleine conscience, le yoga du rire, l'alimentation de la bonne humeur pour booster son cerveau. Vous allez trouver des pratiques de massage pour à la fois lever les traumas et les blessures d'enfance, parce que justement, Frédéric, quand on ne sait pas gérer son émotionnel, il faut pouvoir se faire accompagner. Vous allez aussi avoir des outils pour pouvoir comprendre pourquoi vous réagissez toujours de la même manière dans des situations. Ça veut peut-être dire que vous n'avez pas tiré la leçon d'une situation qui ne cesse de se représenter. Qu'est-ce que je n'ai pas cité? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Vous aurez aussi la possibilité de vous faire accompagner par moi dans le livre. Ce n'est pas un livre de chevet, c'est un livre vraiment qui va rester dans votre cuisine ou votre salle de bain parce que quotidiennement, l'idée de revenir dedans. Vous avez de très belles annexes. Vous avez des tests que vous pouvez faire pour vous autodiagnostiquer, savoir si vous êtes fatigué, stressé, démotivé. Vous pourrez aussi avoir mes protocoles de coaching. J'ai décidé de mettre les protocoles que j'utilise dans le cabinet pour accompagner quelqu'un. Vous pensez qu'il souffre de dépression parce qu'on ne sait jamais quoi dire dans ces solutions-là. À part la petite tape dans le dos, c'est bien de pouvoir trouver les mots pour accompagner quelqu'un et aussi pour accompagner quelqu'un ou vous-même qui souffrez d'épuisement professionnel au travail, qui sont pour moi les deux affections aujourd'hui que nous avons par rapport à la crise sanitaire. Vous aurez aussi à la fin de chaque chapitre des questions qui vous seront posées pour approfondir la réflexion, savoir qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place et comment vous allez le faire. Et tout au long du livre, vous aurez régulièrement des questions qui vous seront posées pour savoir comme cela qu'est-ce qu'il faut effectivement mettre en place, comment la coach que je suis peut vous poser des questions régulièrement, savoir comment ça se passe, qu'est-ce que vous pouvez faire. En gros, je vous drive. Ça remplace en fait, maintenant que nous sommes la plupart du temps à distance, ça remplace effectivement une séance en présentiel parce que vous aurez déjà des tips pour savoir comment le stress se manifeste dans le corps, quels sont les organes qui sont impactés, pourquoi justement il faut absolument connaître, si vous aimez l'indianité, vous aurez des informations sur les tempéraments en Inde. Pourquoi justement et comment se faire accompagner quand on veut trouver des réponses à ces problématiques. Pourquoi le yoga du rire et quels sont les bienfaits sur la santé du yoga du rire?
les multiples bienfaits que vous allez rencontrer. Vous aurez des outils sur l'émotionnel et comprendre comment l'émotionnel se manifeste dans le corps et quelles sont les parties du corps qui sont touchées par le stress, la dépression, la colère, la souffrance, par exemple. Avez-vous des questions? Wow, Pour moi, wow. c'est top, hein, Cindy. Bravo. Très intéressant, ce livre. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment, Cindy. En tout cas, c'était vraiment profond, très riche. Et puis, bravo, parce qu'il a fallu délivrer beaucoup de choses en peu de temps. Oui, Merci beaucoup. extrêmement riche. J'ai découvert la méthode de Sapin et également le yoga du rire. Je crois que je vais peut-être approfondir la recherche. Ça me semble bien intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Il y a quelqu'un qui parle? Je crois entendre quelqu'un. Je crois qu'il a oublié son micro ouvert. Merci à vous. Merci pour vos retours précieux. Ah oui, je voulais que vous sachiez que vous pouvez vous faire accompagner si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachez que, effectivement, j'en ai pas parlé, il y a un catalogue de programmes de formation extraordinaire au sein du cabinet. Mais sachez que moi, mon dada, c'est du sur-mesure. Donc, en fait, mes clients m'appellent, me demandent ce qu'ils veulent et je crée pour eux des programmes. Comme ça, c'est la meilleure façon d'être sûr d'avoir ce qu'on veut exactement pour son entreprise à soi et pas celle du voisin. Donc, vous aurez loisir de pouvoir vous rendre sur le site Internet et de regarder un peu ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. Mais sachez que voilà, vous avez un panel de formations qui peuvent se réaliser à distance également, bien sûr en individuel ou en collectif. Si vous voulez aussi ce type de formation pour vos structures respectives, n'hésitez pas à me contacter. Pour finir, vous m'aviez demandé des offres, madame. Donc, je vous propose une offre de réduction. Vous avez jusqu'au 31 janvier et avec le code Sommet Manager en Mission, vous pourrez bénéficier sur les 3 coachings qui vous sont proposés ici, une 15% de réduction. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, que ce soit, et Frédéric, vous aurez de quoi satisfaire la personne sur le coaching de gestion des émotions. Sachez que j'utilise moi, étant donné que je suis positivologue, je me suis spécialisée dans les neurosciences du positif. C'est-à-dire que j'ai une pléthore d'outils de neurosciences. Donc, vous comprenez que c'est la science du cerveau qui me permet de travailler de manière très précise et efficiente avec chaque individu ou un collectif. Donc, aujourd'hui, sachez qu'avec des outils très performants, on est en capacité de pouvoir avoir des résultats en une seule séance. Donc, par exemple, ensuite, sur les soft skills, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, vous avez aussi un programme de coaching pour vous accompagner sur 10 séances pour développer, vous, en tant que manager ou en tant que salarié, toutes vos compétences psychosociales, managériales, transversales, par des exercices d'intelligence collective ou vous apprendre à mettre en place, en fait, des outils pour pouvoir maintenir la motivation, développer l'engagement de vos collaborateurs. Si vous ne savez pas animer une équipe, moi, je sais faire ça. Et du coup, je vais vous apprendre à faire ça en vous expliquant quelles techniques, quels outils, quels moyens, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour développer l'engagement, la motivation et la collaboration entre les collaborateurs. Mais vous aussi, personnellement, si vous pensez que vous n'avez pas totalement les qualités, les outils dont je parlais tout à l'heure pour devenir un excellent manager, je vais vous accompagner à ça aussi pour vous doter et monter votre niveau de compétence en soft skills. Et puis pour finir, parce que malheureusement, c'est un peu l'actu du moment, le coaching en reconstruction pour les gens qui ont vécu un burn-out, qui sont en plein burn-out ou qui pensent vraiment frôler un burn-out. Pour prévenir tout ça, il y a 2 choses. Premièrement, sachez que je fais passer des tests pour savoir si vous souffrez d'anxiété, de dépression ou de burn-out avéré. Sachez que ces tests vont me permettre aussi de vous diriger sur le type d'accompagnement qu'il va falloir avoir avec vous.
Pensez bien que quelqu'un qui souffre de dépression, ce n'est pas le même coaching que quelqu'un qui souffre de burn-out. Donc, en fait, l'accompagnement sera adapté et surtout, l'idée, alors, sachez que j'ai la chance d'avoir un cabinet qui est régulièrement, enfin, en tout cas, chaque année, hein, nous interrogeons nos clients pour vous dire qu'aujourd'hui, en formation, nous avons un taux de réussite de 100%. Depuis 2018, nous avons un taux de réussite de 100% également en coaching et nous avons un taux de réussite en accompagnement coaching de 99,9%. Donc, c'est pour vous dire que les outils que j'utilise fonctionnent assurément et que j'en suis parfaitement garante. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet, hein, cindychéri.com, et puis tout simplement mettre dans le mail de contact que vous étiez au sommet de Marie-Claire, que vous avez assisté au sommet et que vous voulez bénéficier, peu importe ce que vous choisirez, vous aurez droit à 15% de réduction sur une séance ou un programme en utilisant le code manager en mission. Avez-vous des questions? Sinon, je passe à la conclusion parce qu'il faut bien conclure. Merci beaucoup. Je crois que nous allons passer à la conclusion, ce qui va nous permettre de pouvoir accueillir Ariel dans 7 minutes. Exactement. Alors, pour moi, ce qu'il y a à retenir, c'est que la bienveillance, c'est vraiment une clé de réussite à long terme, que ce soit sur la santé des personnes, que vous soyez manager ou collaborateur, et surtout pour développer la productivité au sein de l'entreprise. Ensuite, il faut comprendre que le management bienveillant, c'est une puissante source de motivation pour les employés. Donc, ça permet de recréer le désir au sein des équipes, d'investir sur le service commun qui est délivré aux clients et surtout quand les gens sont à distance en télétravail. Il faut faire preuve de bienveillance et apprendre à manager efficacement. Et pour moi, il n'y a pas à perdre du temps dans l'explication car prendre le temps d'expliquer, ce n'est pas perdre du temps, c'est en gagner par la suite. Et comme je dis, le yoga du rire, managé par l'humour, ça peut être utile. Et sachez que la première condition du bonheur est que l'humain puisse y retrouver sa joie au travail. Si les gens sont heureux de venir au travail, ils seront heureux de travailler pour vous et ils feront nécessairement du bon travail et réceptionneront bien les clients. Donc, comme je dis, prendre le temps d'être bienveillant, c'est gagner du temps de travail efficient. Merci de votre attention et de votre participation. Abonnez-vous au réseau et je suis tout à vous. Merci beaucoup, Cindy. C'était très riche, vraiment très riche. Prendre le temps d'être bienveillant, c'est prendre le temps du travail efficient. Merci beaucoup. S'il y a une dernière personne qui aurait une contribution à faire, vous êtes les bienvenus. Sinon, nous allons nous dire au revoir et dans 5 minutes pour pouvoir commencer l'atelier avec Ariel sur nouveau manager ou nouvelle équipe, commencer sur de bonnes bases. Alors, je vois qu'il y avait une question dans le chat. Comment acquérir le livre? Vous allez tout simplement via mon site internet. Je pense que Marie-Claire a mis toutes mes coordonnées. Ouais. Via le site, en fait, vous avez une rubrique sur le bouquin et vous pouvez commander le livre directement. Alors, il y a plusieurs façons. Si vous voulez le faire dédicacer, allez dans la rubrique contact et envoyez-moi un message. Comme ça, c'est moi qui vous enverrai personnellement votre livre dédicacé. Passez par la rubrique contact du livre. Sinon, vous pouvez aussi le commander. Il y a un bouton qui vous redirige directement via Amazon. Sans la dédicace, malheureusement. Donc, avec grand plaisir, je me ferai un plaisir de moi-même vous l'empacter, de vous mettre un petit mot, que ce soit pour vous ou offrir à quelqu'un. Vous allez me donner toutes vos précisions via le mail que vous allez m'adresser. Vous pouvez aussi payer à distance, etc. On vous expliquera tout ça sur le site. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, contact@cindychéri.com si vous voulez un envoi spécifique avec une dédicace spécifique avec grand plaisir. Merci, je suis en train de lire aussi les retours. Merci beaucoup. Je suis contente que ça vous ait plu et je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Parce que j'aimerais bien vous entendre aussi les présents.
Merci Delali. Très riche présentation au top. Merci encore. Merci à vous. Ouais. Et il y a Caro qui te dit que tu seras la bienvenue en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Merci. Cindy. Merci Merci, beaucoup. madame. Merci Bakayoko. Merci Très à bien. vous. Prenez soin de vous. Prenez grand soin de vous. Et puis, n'oubliez pas, écoutez, suivez-moi sur LinkedIn, suivez-moi sur la newsletter. Abonnez-vous à la newsletter, vous aurez des conseils. Tous les jours, des conseils et puis un peu d'humour. Je pense que ça nous fait du bien par les temps qui courent. En tout cas, moi, je prends un plaisir à la lire. Donc, je vous souhaite à tous du travail dans la bienveillance, le bien-être. Et si on peut se mettre au yoga du rire, on teste, on essaye, on voit si ça nous convient. Tel que nous l'avons dit hier à la télé introductive, on vient ici pour désapprendre, pour mieux apprendre, tester des choses et prendre ce qui nous convient. Donc, à tout à l'heure pour l'atelier avec Ariel, le mot de la fin pour toi, Cindy. Écoutez, j'espère que vous avez, en tout cas, vu des retours. J'apprécie énormément. Je suis contente que vous ayez pu apprendre quelque chose et que vous ayez pu passer un excellent moment avec moi de même. Encore une fois, je salue cette merveilleuse organisation de sommet de Marie-Claire. Je remercie aussi la présence des autres participants, des autres intervenants. Et surtout, merci aux participants de leur présence et de leurs questions et de leur participation également, parce que c'est grâce à vous, hein, c'est vous qui nourrissez le débat, comme je dis, et avec grand plaisir pour vous faire du yoga du rire. Allez-y, vous allez voir, ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire. Mettez en pratique surtout, parce que le plus important, une fois qu'on a la connaissance, c'est de mettre en pratique. Au revoir. À bientôt tous.